Sire, les Normands font une sortie. Oh pétard. Ah, toi ta mère, je la crie tous les matins. Ha, 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 ha. Chopez-moi un de ces salauds, on va inventer le trou normand. Coucou. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés la fois précédente. Au cours du 9e siècle, émerge une nouvelle dynastie, parallèle à celle des Carolingiens. Nous sommes en plein dans ce qu'on appelle l'instant féodal. Cette dynastie, c'est la dynastie des Robertiens. Le premier roi des Robertiens, c'est Eudes. Eudes, il est élu roi à la place de Charles III. Enfin, celui qui deviendra Charles III quand il lui succédera, avant d'être écarté avant la fin de son règne pour Robert Ier, issu des Robertiens, dont le fils lui succédera, Raoul. Oui, on a un roi qui s'appelait Raoul, et qui lui-même, finalement, ne régnera pas très longtemps, et sera succédé par Louis IV d'Outre-mer, fils de Charles III, donc 3 rois auparavant. Ça va? Vous suivez? Et de ce siècle de passation de pouvoir, entre Robertiens, Carolingiens, Carolingiens, etc., va émerger un homme qui va profondément marquer la monarchie française, puisqu'il va donner naissance à une dynastie qui a perduré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et qui techniquement perdure encore. Cet homme, issu de la branche des Robertiens, est celui qui s'appelle Hugues Capet. Hugues Capet, qu'on appelle Capet parce qu'il porte une cape. Waouh! Hugues Capet, quand il accède au trône, il est roi de Paris et d'Orléans. Voilà. En tant que monarque absolu, la puissance dithyrambique, ça se pose là, quoi. Avec le siècle qui vient de passer, avec cet instant féodal, le roi, il a perdu un certain nombre de ses pouvoirs régaliens. De plus, il a distribué un certain nombre de terres aux ses grands seigneurs tout autour, et du coup, il ne reste guère que son domaine direct. Alors certes, c'est le suzerain, il est au sommet de la pyramide des vassaux, mais il n'en reste pas moins que son domaine direct est le seul endroit où il peut réellement gouverner. Hugues Capet, c'est un homme qui est malin. Déjà, il va s'assurer de l'élection de son fils avant même son décès, afin de faire perdurer sa lignée. Il va prétexter un déplacement à Barcelone et la dangerosité potentielle du voyage pour suggérer qu'une vacance du pouvoir en cas de mort serait fortement dommageable pour le royaume. Du coup, son fils se fait élire. Son fils, il va faire la même chose. Et à force de la répétition de cet événement, on va finir par considérer que les Capétiens, par la coutume, ont un pouvoir qui est héréditaire. Je vous passe un certain nombre de détails qui seraient très très longs à expliquer, mais d'une manière générale, les Capétiens vont mener une politique pour le moins rigoureuse et avisée qui va permettre de reconcentrer tous les attributs de la souveraineté entre leurs mains et de redonner une bonne grosse vigueur à l'organe royal. Quoi? Cette concentration des attributs de la souveraineté, elle va finalement se réaliser dans l'époque moderne, c'est-à-dire après la guerre de 100 ans, où là, les rois vont vraiment reconcentrer tous ces attributs-là dans leurs mains, le modèle suprême étant le modèle de l'absolutisme. Mais ce modèle de l'absolutisme, il se concrétise que très tard. S'il y a des marques assez tôt, et si le XVIe siècle voit naître un certain nombre de théoriciens, lui-même ne sera finalement viable qu'arrivé la deuxième partie du règne de Louis XIV. Donc le monarque absolu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, en France, eh bien ça n'existe pas. De toute façon, les rois ne gouvernent pas seuls, et ils ont des limitations à leur pouvoir. La première de ces limitations, c'est la morale et la religion. Le roi ne fait pas ce qu'il veut, et de toute façon, il ne dirige pas pour lui-même, il dirige avant tout pour ses sujets, pour le bien de ses sujets. C'est quand même incroyable. Oui, d'accord. De plus, le roi ne dirige pas seul. Il a des agents avec lui, il a des ministres, il a un gouvernement. Et quand on prend l'exemple du roi absolu qui est Louis XIV sur la deuxième partie de son règne, même là, lui aussi, il s'est pas entouré de gens incompétents. Il a chassé les nobles
qu'il estimait incompétent justement du pouvoir, créé le phénomène de cour à Versailles, tout simplement pour les occuper, et il s'est entouré de personnes issues en grande partie de la haute bourgeoisie, des gens qui étaient formés, des juristes, des gens qui avaient connaissance de l'administration et connaissance des réalités du terrain. Cette conscience que le pouvoir enferme, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, chez Louis XIV, est assez marqué, et que l'on retrouve très joliment formulé dans ses mémoires. La deuxième limitation, ce sont les lois fondamentales. Le roi, il a des lois au-dessus de lui qu'il est obligé d'observer. Ne peuvent succéder à un roi qu'un garçon mâle. Et, d'abord, le premier-né. C'est ce qu'on appelle la primogéniture masculine. Autre règle fondamentale, c'est l'indisponibilité de la couronne. Le roi ne dispose pas de la couronne comme il veut. Ça implique que non seulement il ne peut pas abdiquer, de plus, il ne peut pas changer l'ordre des successibles, et surtout, il ne peut pas désigner un successeur en l'absence d'héritier légitime. Autre conséquence, un successeur n'a pas le droit de renoncer à la couronne. Autre règle qui concerne le patrimoine, c'est qu'il y a une inaliénabilité de la couronne. Le roi ne peut en aucun cas céder une partie du territoire, sauf dans des circonstances très très particulières et très très encadrées. Et enfin, dernière règle fondamentale, c'est la catholicité. Le roi doit être de confession catholique. Autre limitation au pouvoir royal, c'est le droit d'enregistrement des parlements. Les parlements, ce sont des cours de justice. Donc en tant que cours de justice, elles rendent la justice. Mais elles ont également une autre capacité. C'est un rôle qui est beaucoup plus politique cette fois. Les cours de justice, ces cours souveraines, ces parlements, elles doivent enregistrer les actes royaux, afin que ces actes aient un caractère exécutif. C'est-à-dire qu'au moment où le roi prend une loi, qui sera souvent sous la forme d'une lettre patente, cette lettre patente devra être enregistrée par les parlements. Et les parlements ont le droit de refuser en donnant des raisons. C'est ce qu'on appelle le droit de remontrance. Petite lettre patente enregistrée. Ah, désolé, nous avons quelques observations. Qu'est-ce donc ? De la souffrance et des larmes. En clair, ils vont dire, il y a certaines choses qui ne vont pas dans la loi, il y a des imperfections, certaines choses qui viennent contredire des dispositions existantes, ou qui ne sont pas en accord avec la réalité que nous on voit, et donc ils font remonter au roi différentes observations, qui peut ou non maintenir son texte. Donc première étape, les remontrances. Retour au roi, si le roi décide de maintenir son texte sans tenir compte des remontrances, il fait ce qu'ils appellent des lettres de justion, pour demander au Parlement d'enregistrer l'acte malgré tout. Après avoir reçu ces lettres de justion, le Parlement peut à nouveau décider de refuser encore d'enregistrer l'acte. Justion. Désolé, ça va toujours pas être possible. C'est ce qu'on appelle les itératives remontrances. Et là, le roi, il n'a plus de choix, il doit tenir un lit de justice. C'est-à-dire qu'il doit se déplacer physiquement au Parlement pour forcer l'enregistrement de l'acte. Et là, généralement, quand le roi débarque, il est un petit peu colère. Le quelqu'un de vos morts. Encore une fois, il faut prendre en compte que la transmission de l'information d'un point A à un point B, c'est pas quelque chose d'immédiat. C'est pas, hop, le cavalier avec la fibre, ça n'existe pas. Donc certes, le roi est puissant, surtout après la guerre de 100 ans, quand il commence à retrouver des prérogatives, mais cette puissance-là, elle n'est pas constante, et surtout, elle n'est pas absolue, encore moins, elle n'est pas absolue sur l'intégralité de l'existence de la monarchie. Pour rappel, le XVIe siècle, passé François Ier, ça a été compliqué. Henri II, il meurt tragiquement au mariage de sa fille. Un test PCR qui s'est mal passé, s'est retrouvé dans l'œil. Son successeur, François II, eh bien, il meurt très jeune, il meurt à 12-13 ans. Le successeur de François II, Charles IX, bien, il meurt jeune aussi, dans la vingtaine d'années, de pleurésie. Ça n'a pas dû être très agréable. En plus, on arrive en plein dans les guerres de religion, c'est l'époque de la Saint-Barthélemy, c'est une époque où justement les nobles commencent un peu aussi à essayer de regrignoter un petit peu de pouvoir à droite à gauche, vu qu'on a des rois jeunes, on a donc un pouvoir qui s'affaiblit, et sans l'action de chancelier ou de la régente, c'est compliqué. À la suite de Charles IX, eh bien, c'est Henri III qui lui succède. Entre les deux, le jeune François d'Alençon, qui était l'héritier, normalement, il meurt aussi. Henri III, il meurt assassiné par le moine Clément sur sa chaise percée. Donc, finalement, pour voir le pouvoir se restabiliser, il faut arriver à Henri IV. Et encore, pas dès le début d'Henri IV, parce que justement, il y a aussi encore ces tensions religieuses.
Et donc ça va perdurer jusque sous Louis XIII, où il y a encore des tensions religieuses avec les protestants, on rappelle quand même La Rochelle, et après il faut attendre Louis XIV. Et pas tout de suite, parce que Louis XIV, jeune, il subit la fronde parlementaire et la fronde des princes. Il doit fuir dans son enfance. Et donc il faut attendre la deuxième partie de son règne. C'est long. Le roi, puissant, intouchable, bah pas trop en fait. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Et encore une fois, j'ai fait un ensemble de raccourcis, et il faudrait repréciser un certain nombre de choses pour vraiment expliquer ce qui se passe. Toujours est-il que le cliché de la monarchie puissante, c'est quelque chose qu'il faut essayer de ne plus trop avoir. Tout simplement parce que le pouvoir a des périodes de faiblesse, que l'on soit dans une république, dans une monarchie, ou dans une autre forme de pouvoir, et même dans les dictatures. Autre cliché que l'on voit aussi souvent revenir, c'est tout ce qui est lié à l'environnement du travail et hygiène. Souvent en ce qui concerne le Moyen-Âge, on trouve souvent que les paysans sont sales, et on trouve également souvent que avant on travaillait beaucoup et que le droit du travail ça n'existait pas. Ce sont des idées reçues qui sont fausses. Les paysans non seulement n'étaient pas sales, mais en plus le travail était lui-même encadré. Et bien ça, c'est ce qu'on voit la prochaine fois. En attendant, je vous dis à bientôt, et bisous.